À 8 ans, mes parents m'ont envoyé rendre visite à mes grands-parents, mais cette visite a duré 17 ans. Après avoir monté ma propre entreprise, ils se sont pointés en se vantant d'avoir élevé un gagnant. J'ai publié la véritable histoire et j'ai vu leurs amis de l'église se retourner contre eux du jour au lendemain. Salut, Reddit. Mes parents avaient bien fait comprendre qui était leur enfant préféré, et ce n'était certainement pas moi. Alors, j'ai pris mes distances mentalement, j'ai construit ma propre vie et j'ai continué d'avancer. Mais apparemment, ils n'en avaient pas fini avec moi. Avant d'en arriver là, voici comment tout a vraiment commencé. Salut, je suis Jadon Rivera, mais tout le monde m'appelle Jay. J'ai 25 ans maintenant, je travaille dans la tech avec mon cousin, et je mène une vie assez normale. Je ne publie généralement pas de choses personnelles, mais cette partie de mon enfance pèse encore sur ma poitrine comme si c'était arrivé la semaine dernière. Alors, la voici. Quand j'avais 8 ans, ma maison tournait déjà autour de ma sœur, Talia. Elle n'était pas mourante ou quoi que ce soit, mais elle savait comment jouer la malade d'une manière qui faisait tout laisser tomber à nos parents. J'étais l'enfant à qui l'on disait d'être compréhensif. J'avais appris très tôt que tout ce qui m'arrivait n'était pas aussi important que le soupir dramatique qu'elle pouvait pousser ce jour-là. Le jour où tout a vraiment basculé pour moi était censé être un bon jour. Ma classe avait une petite représentation. Rien d'énorme, mais je m'étais entraîné pour. J'avais choisi ma tenue, mes cheveux étaient coiffés, j'avais même mémorisé mon texte. Puis, juste au moment où nous devions partir, Marissa, ma mère, a déboulé dans le couloir en disant que nous devions aller à l'hôpital parce que Talia n'allait pas bien. Aucun avertissement, pas de « on se rattrapera ». Rien. Je me souviens être resté là, mon sac à dos encore sur le dos, essayant de suivre. Je demandais ce qui s'était passé. Maman a juste dit « J'ai, pas maintenant ». Comme si le fait que je veuille savoir pourquoi nous manquions mon événement était égoïste. Déni, mon père, a ajouté sa phrase habituelle. Ta sœur a besoin de nous. Ne rends pas les choses plus difficiles. Nous sommes arrivés à l'hôpital et je suis resté assis dans la salle d'attente pendant des heures. Aucune nouvelle, personne pour expliquer quoi que ce soit. Je peux encore visualiser l'aquarium moche dans le coin et l'odeur de vieux papier des magazines. Je n'avais pas peur pour Talia. J'étais confus. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait l'air bien le matin même et que soudainement, le monde s'écroulait. Finalement, une infirmière a dit à papa qu'il pouvait rentrer chez eux. Talia allait bien. Elle s'était plainte de douleurs à la poitrine, mais tous ses tests étaient normaux. Plus tard, mamie m'a dit que l'école avait appelé. Il y avait eu un examen ce matin-là, et à l'infirmerie, Talia avait avoué qu'elle avait tout inventé pour y échapper. En sortant, j'ai finalement dit quelque chose comme « Alors, est-ce que je peux toujours faire mon truc la semaine prochaine ?» Maman s'est arrêtée de marcher et m'a lancé ce regard. Mi-offensé, mi-dramatique. J'ai, ta sœur souffrait. Comment peux-tu même penser à ça en ce moment? Papa n'a pas manqué une occasion. Tu dois apprendre un peu de compassion, mon fils. Je n'ai rien répondu. Je n'étais déjà pas un grand parleur à l'époque. Mais c'est la première fois que j'ai senti quelque chose en moi se plier. Pas se briser complètement, mais se tordre d'une façon que je ne pouvais pas redresser. Une semaine plus tard, maman m'a dit que j'allais rester chez mamie et papy pour un petit moment. Elle l'a dit d'une voix enjouée, comme si elle m'envoyait en vacances. Ils vont te gâter, a-t-elle dit, souriant comme si elle me faisait une faveur. Papa était déjà en train de prendre mon petit sac et agissait comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Le moment du dépôt est gravé dans ma mémoire. Nous nous sommes garés devant la maison de mamie et l'atmosphère semblait étrange, tendue, comme si tout le monde savait quelque chose sauf moi. Maman m'a serré dans ses bras, mais ce n'était pas son câlin habituel. C'était raide, léger, comme si elle était en retard pour quelque chose. Sois sage, d'accord, a-t-elle dit, tout en ton mielleux et en fausse chaleur. Papa n'est même pas entré. Il est resté près de la voiture, la portière ouverte, a fait un signe de la main une fois, et a dit « Aide tes grands-parents ». Pas de sourire, pas de réconfort, rien. Puis il est monté et est parti avant même que je puisse demander quand il viendrait me chercher. J'ai essayé de paraître excité parce que mamie faisait tant d'efforts pour que je me sente chez moi. Elle avait préparé des biscuits. Papy m'a laissé regarder des dessins animés même s'il était passé l'heure où maman disait que je n'étais pas censé le faire. Leur maison avait toujours été un endroit sûr. Alors, je me suis dit que ce n'était peut-être pas si grave. Ce n'était que 8 ans.
Cette première nuit, mamie m'a bordé et m'a embrassé sur le front comme elle l'avait toujours fait. Je fixais le plafond, écoutant la vieille horloge tic-taquer dans le couloir, attendant d'entendre la voiture de maman ou le téléphone de la maison sonner. Rien ne s'est passé. Le lendemain matin, même chose. Je continuais de regarder par la fenêtre chaque fois qu'une voiture ralentissait dehors. Je n'arrêtais pas de demander à mamie, quand est-ce qu'ils reviennent, en espérant qu'elle me donnerait une vraie réponse. Elle se contentait de sourire de cette manière triste que les adultes ont quand ils ne veulent pas encore vous dire la vérité. Bientôt, mon chéri, disait-elle en me caressant doucement les cheveux. Mais la façon dont sa voix s'est brisée m'a tout dit. C'est à ce moment-là que j'ai su que ma vie était en train de changer, même si je ne comprenais pas l'ampleur de ce changement. Les premiers jours chez mamie et papy ressemblaient à une soirée pyjama. Je gardais mes chaussures près de la porte pour pouvoir sortir en courant quand mes parents viendraient me chercher. Chaque matin, je demandais à mamie si maman avait appelé. Elle répondait qu'elle n'avait pas encore eu de nouvelles, mais peut-être plus tard. Au début, je la croyais. J'avais 8 ans. Je ne savais pas combien de temps, un petit moment, était censé durer. Une semaine a passé, puis 2. Les biscuits et les dessins animés étaient toujours là, mais l'excitation s'est estompée. Je regardais les voitures passer devant leurs fenêtres en me demandant si l'une d'elles était la mienne. Je posais la question moins souvent, en partie parce que je ne voulais pas ennuyer mamie, en partie parce que je connaissais déjà sa réponse. Finalement, j'ai complètement arrêté de demander. Non pas parce que je comprenais, mais simplement parce que j'en avais marre d'entendre la même voix douce ne rien me dire. Mamie et papy m'aimaient, mais ils étaient plus âgés. Papy sifflait chaque fois qu'il se penchait, et mamie se déplaçait plus lentement qu'avant. Ils faisaient de leur mieux, mais s'occuper d'un enfant de 8 ans du jour au lendemain n'était pas facile pour eux. Je sentais qu'ils s'épuisaient, même s'ils ne le disaient jamais. C'est à ce moment-là que Victor, le frère cadet de mon père, a commencé à venir plus souvent. Il réparait les robinets qui fuyaient, tondait la pelouse ou apportait le dîner. Il n'en faisait jamais toute une histoire. Il se contentait de m'ébouriffer les cheveux et de me demander si je voulais l'aider à porter ses outils. Parfois, il m'emmenait manger une glace ou me laissait m'asseoir dans son camion pendant qu'il discutait avec papy dehors. Je ne comprenais pas entièrement ce qui se passait, mais je savais que la présence de Victor rendait tout plus stable. Un après-midi après l'école, Victor m'a trouvé seul sur la balançoire dans le jardin de mamie. Je donnais des coups de pied dans la terre, frustré pour des raisons que je ne pouvais nommer. Il s'est assis sur l'autre balançoire, les chaînes grinçant sous son poids. Dit-il doucement. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je l'ai regardé, attendant. Il ne parlait pas aux enfants comme si nous étions fragiles, ce que j'appréciais. Il a pris une profonde inspiration. Tes parents. Ils ne reviendront pas avant longtemps. Il n'a pas mâché ses mots. Sa voix n'était pas en colère contre moi, mais elle avait ce ton tendu que les adultes prennent quand ils essaient de ne pas exploser. J'ai fixé le sol. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Ils sont occupés à s'occuper de Talia, a-t-il poursuivi. Ta mère et ton père pensent qu'elle a besoin de toute leur attention en ce moment. Je n'ai pas demandé pourquoi ils ne pouvaient pas s'occuper de nous deux. À ce stade, je connaissais déjà la réponse. J'ai simplement hoché la tête une fois et gardé la bouche fermée. Victor ne m'a pas poussé. Il est juste resté sur la balançoire à côté de moi jusqu'à ce que mamie nous appelle pour le dîner. Des mois plus tard, le moment qui a tout scellé s'est produit un jeudi au hasard. Mamie cuisinait. Papy lisait le journal et le téléphone a sonné. J'ai sprinté vers lui, plus vite que je ne l'avais fait depuis des semaines, parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, c'était enfin mon tour. Avant que je puisse saisir le combiné, mamie a décroché. Allô, a-t-elle dit. Je suis resté juste à côté d'elle, attendant qu'elle me le passe. Puis j'ai entendu la voix de Marissa à l'autre bout du fil, claire comme de l'eau de roche. Ne le mets pas au bout du fil, a-t-elle dit. Il va juste s'énerver. On ne peut pas gérer ça maintenant. Comme si j'étais une corvée, un problème. Puis elle a demandé des nouvelles de Talia. Mamie a donné un bref compte-rendu. Marissa a dit « d'accord » et a raccroché en moins d'1 minute. Pas de « dis à G que je l'aime ». Pas de « nous viendrons bientôt ». Rien. Je suis resté là, à regarder le téléphone pendant un long moment. C'est là que quelque chose s'est simplement éteint en moi. J'ai arrêté d'attendre.
J'ai arrêté d'espérer. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement marché jusqu'au salon et je me suis assis comme si de rien n'était. À partir de ce jour, je n'ai jamais essayé de les appeler, jamais écrit, jamais demandé pourquoi. La partie de moi qui dépendait d'eux s'est juste éteinte. À peu près à la même époque, mamie m'a assis doucement et m'a dit qu'elle et papy avaient du mal à suivre. Ce n'était pas de ma faute. C'était juste la réalité. Oncle Victor et Simone, sa femme, ont proposé de me prendre chez eux. Ils vivaient à seulement quelques pâtés de maison, alors mamie a promis que je les verrais encore tout le temps. Je ne voulais pas déménager à nouveau, mais je pouvais voir à quel point mamie était fatiguée, alors j'ai hoché la tête. Quand je suis arrivé chez Victor et Simone, Lucas, leur fils, qui avait mon âge, a ouvert la porte. Il a souri comme s'il m'attendait. « Tu dors dans ma chambre ?» a-t-il dit comme si c'était déjà décidé. « On déplace mes affaires pour que tu aies le bon côté. » Il parlait vite et agissait comme si nous nous connaissions depuis toujours. En moins d'une heure, nous jouions aux jeux vidéo, nous crions dessus pour savoir qui avait triché, et nous courions dans le jardin comme des idiots. Cela ne semblait pas forcé. C'était normal, quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Emménager avec Victor et Simone signifiait plus de règles, de vrais horaires, des corvées, les devoirs avant la télé, mais cela venait aussi avec une réelle attention. Ils me demandaient comment s'était passée ma journée. Ils venaient aux événements de l'école. Ils s'assuraient que je mangeais de vrais repas et pas seulement les encas que je prenais. La nuit, j'entendais Victor et Simone parler doucement dans la cuisine, mais jamais de se sentir dépassés ou agacés. C'était toujours des choses comme « Est-ce que j'ai à aimer les nouveaux draps ?» ou « On devrait lui acheter les chaussures qu'il a montrées du doigt. » J'étais toujours blessé, mais pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme quelque chose que quelqu'un avait oublié. À la fin de cette semaine-là, j'ai réalisé quelque chose de simple mais d'énorme. Je n'attendais plus. Au moment des fêtes de fin d'année, j'avais complètement arrêté de penser à Marissa et Denis, sauf si quelqu'un les mentionnait. Je n'ai pas cherché à les contacter. Je n'ai pas pris de nouvelles. Je ne me suis pas demandé s'ils allaient me faire une surprise. S'ils voulaient quelque chose, c'était à eux de se manifester. J'en avais fini de courir après des gens qui avaient clairement montré que je n'étais pas une priorité. Pourtant, mamie m'a demandé de l'accompagner avec papy à une réunion de famille pour les fêtes. Je ne voulais pas la décevoir, alors j'y suis allé. Je me suis dit que je resterais silencieux, que je mangerais un biscuit et que je partirais tôt. À la seconde où j'ai mis les pieds dans la maison, il était évident que rien n'avait changé. Marissa a à peine levé les yeux de ses mamours avec Talia, qui était dramatiquement enroulée sur le canapé avec une couverture sur les épaules. Elle parlait avec cette voix de bébé qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. « Maman, j'ai encore mal à la gorge. » Elle s'est plainte assez fort pour que toute la pièce l'entende, même si elle criait sur son cousin 10 minutes plus tôt, selon quelqu'un dans la cuisine. « Bien sûr que tu as mal, » a dit Marissa en lui caressant les cheveux comme si elle avait 5 ans. « Tu veux de la soupe ? Je peux faire de la soupe ou je peux aller chercher les biscuits spéciaux que tu aimes. » Denis se tenait à proximité, les mains dans les poches, hochant la tête comme s'il était un juge sage au milieu d'une crise. « Tout le monde doit être patient, » a-t-il dit à personne en particulier. Son état s'aggrave quand elle est stressée. Il n'y avait pas d'état. Tout le monde sauf eux le savait. Je me suis assis dans la seule chaise vide que j'ai pu trouver. Avant même que je puisse m'installer, Talia s'est lentement levée du canapé et s'est dirigée droit vers moi. Elle ne boitait pas. Elle n'agissait pas comme si elle était faible. Elle avait juste l'air agacée que je sois assis là où elle voulait soudainement s'asseoir. « C'est ma place », a-t-elle dit. « C'est juste une chaise », ai-je répondu doucement. Elle s'en fichait. Elle s'y est glissée quand même, s'asseyant pratiquement sur ma main jusqu'à ce que je la déplace. Marissa ne l'a pas corrigée. Denis n'a rien dit. Ils ont juste regardé la scène comme si cela avait du sens. J'ai fini par m'asseoir sur la coudoir du canapé. J'ai essayé de rester à l'écart, mais Talia n'en avait pas fini. Quelques minutes plus tard, elle a tendu la main et a attrapé l'appareil d'occasion que je portais. Un vieux smartphone sans service, essentiellement un iPod, directement sorti de la poche de mon sweat. « Tu as des jeux sur ton téléphone ?» a-t-elle dit, faisant déjà défiler l'écran. « Rends-le-moi » ai-je dit. Elle m'a ignoré et a tourné la tête vers Marissa et Denis. Il est tellement drôle. Il a quitté la famille, mais il garde son téléphone comme s'il était important. Ils ont ri.
Ils ont vraiment ri comme si elle avait fait une blague intelligente. Je suis resté assis là et j'ai laissé tout se passer sans faire de scène. Pas de cris, pas de dispute, juste en regardant. Chaque élément de cette scène confirmait ce que je savais déjà. Je n'étais plus leur enfant. J'étais un bruit de fond qui entrait occasionnellement dans leur maison. Nous sommes partis tôt. Mamie m'a serré la main dans la voiture, mais elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. J'avais déjà compris. Quelques semaines plus tard, Marissa et Denis se sont soudainement présentés chez Victor et Simone sans prévenir. Je faisais mes devoirs à table quand la sonnette a retenti. Victor a ouvert et j'ai immédiatement entendu la voix de Marissa, toute mielleuse et faussement chaleureuse. « Salut, nous sommes là pour parler à Jay. » Victor n'a rien dit au début. Il s'est juste écarté pour les laisser entrer. Il s'est dit qu'une conversation rapide et calme à l'intérieur était plus sûre qu'une scène sur le perron. Denis a souri comme s'il saluait un vieil ami. « Salut, champion », m'a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Marissa a joint les mains. « Alors, l'église fait ses photos de famille annuelles ce week-end. Nous voulons vraiment que tu sois là. Tout le monde serait si heureux de te voir. C'est important pour nous. » Denis a ajouté, « C'est une chance pour l'unité familiale. Tu es assez grand pour comprendre à quel point c'est important. » Je les ai regardés tous les deux. Leur visage disait qu'ils s'attendaient à ce que je dise oui automatiquement, comme si je vivais encore dans leur maison, attendant leur approbation. J'ai dit un seul mot, non. Marissa a cligné des yeux, stupéfaite. Jay, ne sois pas difficile. Tu nous manques. Non, je ne vous manque pas, Denis a essayé d'intervenir. Mon fils. Je n'irai pas, ai-je dit, calme et ferme. Je ne veux pas, le silence a frappé la pièce comme une assiette qui tombe. La voix de Marissa s'est brisée. On essaie, là. Pourquoi es-tu si froid? Vous ne voulez que je sois là pour la photo, ai-je dit. Vous n'avez même pas demandé comment j'allais. Elle est devenue rouge. Denis a expiré brusquement comme s'il était déçu de moi. Tu dois penser à ce qui est juste, pas à ce qui est facile. Victor s'est approché, les bras croisés. Il a dit non. Denis s'est tourné vers lui. C'est une affaire de famille. Victor n'a pas bronché. Il fait partie de la famille. Et il a dit non. Marissa m'a regardé comme si je l'avais personnellement trahi. Je n'arrive pas à croire que tu nous rejettes comme ça. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ils sont partis sans dire au revoir. La porte s'est fermée plus fort que nécessaire. Victor m'a regardé une seconde. Ça va? Ouais, ai-je dit. Et je le pensais. Ce jour-là a tout clarifié. Il ne me voulait pas. Il voulait un accessoire pour une photo. Tout ce qu'il faisait, c'était pour leur image, pas pour ce que je ressentais. Leur tenir tête n'a rien arrangé, mais cela m'a montré quelque chose d'important. Je ne leur appartenais plus. Vivre avec Victor et Simone ne semblait pas temporaire. C'est juste devenu normal. Ils ne m'étouffaient pas et ne me traitaient pas comme une œuvre de charité. Ils se comportaient simplement comme des parents. Victor s'occupait des choses de l'école, posait des questions au lieu de faire la morale, et était toujours présent après de longues journées de travail. Simone était plus calme, mais tout aussi stable, vérifiant les sacs à dos, remarquant quand je n'allais pas bien, et offrant du réconfort au lieu de le forcer. Lucas est devenu mon frère à tous les égards qui comptaient. Nous jouions, nous nous disputions, et nous nous réconcilions tout aussi vite. Quand nous nous battions pour la dernière part de pizza, Victor nous asseyait, nous faisait en discuter, et la partageait équitablement. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne prenait jamais parti. Il nous traitait sur un pied d'égalité. Mamie et papy sont restés proches. Nous leur rendions visite la plupart des week-ends. Papy me posait des questions sur l'école et écoutait vraiment. Ils ne m'ont jamais mis la pression au sujet de mes parents. Ils me laissaient simplement ressentir ce que je ressentais. La différence entre les familles se manifestait dans les petits moments. Une fois, quand je suis tombé malade, il n'y a eu ni panique ni négligence, juste de la soupe, des gants de toilette et des soins discrets. C'est là que j'ai compris à quoi devait ressembler une famille. Vers 10 ans, quelque chose a changé sans que nous le planifions. Un matin, Simone préparait les déjeuners, et j'ai demandé, « Maman, tu peux me prendre le classeur bleu ?» Elle s'est arrêtée une demi-seconde, a souri et me l'a tendu.
Elle n'a rien dit à propos du mot. Elle l'a juste accepté. Après ça, maman est venue naturellement. Le mot « papa » est sorti tout aussi naturellement la même année. J'étais dans le jardin en train d'essayer d'attraper un ballon de basket sur une étagère ôtée. J'ai crié « Papa, tu peux m'aider ?» Victor s'est approché comme si c'était la chose la plus normale du monde. Pas de grand moment, pas de discours, juste un mot qui convenait mieux que tout autre. Quelques mois plus tard, j'ai entendu quelque chose qui est resté gravé en moi pour toujours. Je suis rentré tôt de l'école et j'ai entendu Simone parler à mamie au téléphone. On a essayé d'avoir un autre bébé après Lucas, a-t-elle dit doucement. Rien n'a fonctionné. Mamie a dit quelque chose que je n'ai pas pu distinguer. Simone a continué. Quand j'ai eu besoin de nous, ça semblait juste. Nous ne l'avons pas recueilli par pitié. Nous le voulions. Vraiment. Je me suis figé dans le couloir. Pas parce que j'étais contrarié, mais parce que personne n'avait jamais dit une chose pareille à mon sujet, et elle ne le disait pas pour me faire plaisir. Elle ne savait même pas que j'étais là. Plus tard cette semaine-là, Victor a abordé l'adoption de la manière la plus naturelle qui soit. Nous réorganisions des choses dans le garage, et il a dit, il y a quelque chose auquel je veux que tu réfléchisses. Sans précipitation. Je l'ai regardé. Si jamais tu veux que nous officialisions les choses, l'adoption, je veux que tu saches que c'est une option. C'est entièrement ton choix. C'est toi qui choisis le moment, où tu peux décider de ne jamais le faire. Nous t'aimerons de toute façon. Il l'a dit sans pression, sans chercher de gratitude. Il m'a juste donné le choix que personne d'autre ne m'avait jamais donné. Je n'ai pas répondu sur le champ. Au lieu de ça, j'y ai réfléchi tranquillement, pensant à Lucas qui m'appelait son frère, à Simone qui remarquait chaque petite chose, à Victor qui était là tous les jours, à mamie et papy qui m'aimaient sans condition. Je ne me demandais plus si mes anciens parents voudraient un jour de moi. Je réalisais que j'avais déjà trouvé les gens qui le voulaient. À 14 ans, la vie avec Victor, Simone et Lucas était la seule version de la famille que je comprenais vraiment. Nous avions des routines, des corvées, des blagues entre nous, des soirs d'école, des dimanches paresseux, tout ce qui fait qu'une maison ressemble à un foyer plutôt qu'à un endroit où l'on séjourne. Victor n'abordait pas souvent le sujet de l'adoption. Il ne l'avait mentionné qu'une seule fois quand j'étais plus jeune. Mais un soir, alors que nous débarrassions après le dîner, il a demandé si nous pouvions parler un instant. Nous nous sommes assis à table pendant que Simone essuyait les comptoirs derrière nous. « Tu grandis », a dit Victor. « Et je veux m'assurer que tu sais que l'adoption est toujours quelque chose que tu peux choisir. Sans pression, juste que la porte est ouverte si tu le veux. » Il l'a dit doucement, comme s'il ne voulait pas me submerger. Il n'a pas essayé de me vendre l'idée ou de la rendre émouvante. C'était juste un autre choix dans ma vie sur lequel il voulait que j'aie le contrôle. J'ai hoché la tête mais n'ai pas donné de réponse. Je n'étais pas incertain. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. À 14 ans, l'idée de rendre quelque chose officiel me semblait lourde. Pas effrayante, juste importante. Lucas ne m'a pas traité différemment pendant tout ce temps. Il ne posait pas de questions bizarres ni ne devenait jaloux. Au contraire, il agissait encore plus comme un frère, m'entraînant dans n'importe quelle bêtise qu'il faisait ou se disputant avec moi pour savoir qui aurait le dernier soda. Peu importait pour lui ce que disait mon nom de famille. Il avait déjà décidé que nous étions coincés ensemble. Quand j'ai eu 15 ans, l'idée de l'adoption a finalement cessé d'être abstraite. Ce n'était plus une décision que je devais prendre. C'était quelque chose qui était déjà vrai. J'en avais marre d'avoir des papiers qui disaient que Marissa et Denis étaient mes parents légaux alors qu'ils ne faisaient plus du tout partie de ma vie. Ils ne prenaient pas de mes nouvelles. Ils ne se montraient pas. Ils n'essayaient pas. Ils ne s'intéressaient que lorsque cela leur donnait une bonne image. Alors, un soir, j'ai trouvé Victor dans le salon et j'ai dit, je crois que je le veux. L'adoption. Il a cligné des yeux une fois, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Puis, il a souri. Pas de façon dramatique ou larmoyante, juste un sourire constant, fier. D'accord, a-t-il dit. Nous allons commencer la procédure. Simone m'a serré un peu plus fort dans ses bras au dîner, et Lucas m'a frappé l'arrière de la tête comme il le faisait toujours quand il ne savait pas comment exprimer ses sentiments. Victor a engagé un avocat dans le mois. C'est là que nous avons appris à quel point tout serait lent. Parce que Marissa et Denis avaient encore des droits parentaux sur le papier, le tribunal voulait leur signature et une pile d'approbation.
Des formalités administratives absurdes pour des gens qui ne m'avaient pas appelé depuis des années. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont pas essayé de me garder, mais ils n'ont pas non plus facilité les choses. Quand l'avocat les a appelés, Marissa a joué la victime. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Nous sommes toujours ses parents. Denis a ajouté sa fausse moralité habituelle. C'est une affaire de famille compliquée. Nous avons tous fait des sacrifices. Il ne s'est jamais montré pour ses sacrifices, mais cela ne l'a pas empêché d'utiliser le mot. Leurs signatures sont arrivées au compte-gouttes, assez lentement pour que cela semble délibéré. Une fois que j'ai eu 18 ans, là où nous vivions, mon consentement suffisait pour finaliser l'adoption. Nous avons donc cessé de courir après leurs signatures, et l'affaire a enfin progressé. De 15 ans jusqu'à mes 18 ans, j'avais l'impression que tous les quelques mois, quelqu'un envoyait un autre formulaire qui devait être signé, examiné ou refait parce qu'un bureau avait perdu la première copie. Victor s'est occupé de la plupart des choses. Je le voyais à la table de la cuisine tard le soir, avec des papiers étalés devant lui. Il ne s'est jamais plaint. Il ne m'a jamais fait sentir que tout cela était un fardeau. Lucas est resté avec moi à chaque étape. Chaque fois que je me sentais agacé par les retards, il disait quelque chose comme « Mec, tu vis ici depuis toujours. Le tribunal est juste lent. » Et il me lançait une manette comme si cela résolvait tout. D'une manière étrange, c'était un peu le cas. Peu après mon 18e anniversaire, nous avons enfin eu une date d'audience. Ce n'était pas un moment dramatique. Pas de grand discours, pas de salle d'audience bondée, juste un juge, quelques formulaires, Victor et Simone debout à mes côtés, et Lucas assis au dernier rang, balançant ses pieds parce qu'il ne pouvait pas rester tranquille. Le juge a tout examiné et a dit « Très bien, Jadon Rivera, c'est officiel à partir d'aujourd'hui. » Juste comme ça. Simple, rapide, fait. Mon nom de famille n'a pas changé. Celui de Victor est aussi Rivera. Mais la signification, elle, a changé. Victor m'a serré la main comme si je venais de terminer un entretien d'embauche, puis m'a attiré dans ses bras. Simone m'a ensuite serré dans ses bras et Lucas m'a pratiquement plaqué au sol après avoir crié dans mon oreille « Il était temps ». Mamie et Papy nous ont rejoints devant le palais de justice. Mamie a pleuré un peu, mais des larmes de joie, celles qui ne pèsent rien. Papy m'a tapé sur l'épaule et a dit « Il était temps qu'il rattrape le reste d'entre nous ». Nous sommes tous allés dans une petite pizzeria après. Rien de chic, juste une banquette qui nous contenait à peine tous et quelques grandes pizzas. Lucas s'est disputé avec moi sur les garnitures. Victor a fait semblant de ne pas nous sourire. Simone n'arrêtait pas de me demander si je voulais plus de soda, et Mamie me mettait des parts supplémentaires dans mon assiette comme si elle avait peur que je ne mange pas assez. Assis là, entouré de gens qui se souciaient vraiment, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je ne célébrais pas un changement légal. Je célébrais la famille qui était la mienne bien avant que le juge ne signe quoi que ce soit. Marissa et Denis n'avaient pas perdu un fils ce jour-là. Ils avaient décroché des années auparavant. L'adoption n'avait fait que mettre sur papier ce que nous savions déjà. Les gens qui étaient restés étaient mes parents, et ils l'avaient toujours été. Lucas et moi avons grandi comme des frères, et nous avons continué ainsi à l'âge adulte sans même essayer. Nous ne nous sommes pas séparés après l'école comme le font la plupart des cousins. Au lieu de cela, nous avons avancé comme une équipe qui savait déjà comment fonctionner ensemble. L'idée de l'entreprise n'a pas commencé comme un grand rêve. Elle a commencé dans le garage de Victor avec un ordinateur portable cabossé, une pile de notes et trop de nuits blanches. Lucas avait travaillé dans une petite boutique où les employés passaient la moitié de la journée à répondre à des questions répétitives de clients. Il a dit, pourquoi n'y a-t-il pas quelque chose qui répond automatiquement à ces trucs? J'ai haussé les épaules et j'ai dit, il y en a probablement. Ils n'ont juste pas les moyens de se le payer. Ce fut l'étincelle. Au début, nous n'avons rien inventé d'original. Nous avons construit de petites chatbots IA pour les entreprises locales. Des simples qui répondaient aux fax, géraient la prise de rendez-vous ou envoyaient des réponses automatiques. Nous avons créé des modèles d'automatisation pour des choses comme les confirmations de commandes, les suivis clients, les rappels de service. Rien de sophistiqué, rien de futuriste, juste des outils que les gens ordinaires pouvaient utiliser sans diplôme. Nous faisions du porte-à-porte. La moitié du temps, les gens n'étaient pas intéressés. L'autre moitié, ils étaient assez curieux pour nous laisser essayer. Nous installions un chatbot pour un salon de coiffure une semaine,
puis nous ajustions le système de réservation automatisé d'un restaurant la semaine suivante. Quand un client aimait ce que nous faisions, il en parlait à un autre. Nous facturions peu cher car nous ne savions pas encore ce que nous valions. Victor nous a laissé transformer la moitié du garage en espace de travail. Simone apportait des sandwichs et s'assurait que le chauffage du garage fonctionnait en hiver. Ils n'agissaient pas comme s'ils hébergeaient les prochains grands fondateurs de la tech. Ils nous soutenaient simplement comme ils l'avaient toujours fait. Mamie et Papy étaient tout le contraire. Mamie racontait à chaque personne de son église que mes garçons construisent des petits assistants robots. Papy insistait pour distribuer des cartes de visite que nous n'avions même pas encore. Nous en avons finalement fait faire juste pour qu'il arrête de dessiner nos noms sur des serviettes en papier. La croissance n'a pas été rapide. Nous avons fait des erreurs, raté des constructions, utilisé les mauvais modèles d'IA, cassé des choses qui fonctionnaient très bien avant qu'on y touche. Lucas se plaignait. Je réécrivais des scripts à 2 heures du matin. Nous avons tous les deux juré au moins 6 fois que nous en avions fini. Mais ensuite, quelque chose se débloquait. Un client disait, ça nous fait gagner des heures. Ou une petite entreprise obtenait plus de clients grâce à notre chatbot. Et nous continuions. À 25 ans, l'entreprise était réelle. Nous avions un nom que les gens reconnaissaient. Les entreprises locales nous faisaient confiance. Un magazine communautaire a écrit un article sur les jeunes innovateurs améliorant l'efficacité des petites entreprises, dont Mamie a acheté 10 exemplaires. Nous avons embauché 3 employés, un petit nombre sur le papier, mais énorme pour nous. Nous avons quitté le garage pour un petit bureau. Lucas gérait les clients comme s'il avait fait ça toute sa vie. Je m'occupais du développement, des opérations et de tout ce qui nécessitait quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. J'avais mûri. Je n'essayais pas d'impressionner les gens, mais je ne laissais personne me marcher sur les pieds non plus. Des limites fermes, des réponses directes, pas de fausse politesse. Lucas disait que j'entrais dans une pièce comme si je savais déjà ce que je voulais. Victor appelait ça être constant. Moi, j'appelais ça en avoir fini de laisser les autres dicter ma place dans leur vie. Cette clarté m'a permis de remarquer facilement quand le passé a recommencé à tourner autour de moi. Ça a commencé discrètement. Mamie m'a appelé un soir alors que je finissais du code. Mon chéri, a-t-elle dit prudemment. Ta mère a demandé de tes nouvelles aujourd'hui. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'en avais pas besoin. Mamie a hésité. Elle a entendu parler de l'entreprise. Elle a dit qu'elle est fière de toi. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit et j'ai raccroché. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. J'aurais dû m'en douter. 2 jours plus tard, j'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux de la part de Marissa. Sa photo de profil était une photo d'église lumineuse. Son sourire plus grand que je ne l'avais jamais vu en vrai. Salut, chérie. Nous sommes si fiers de toi. Nous aimerions renouer le contact. Pouvons-nous nous voir? Tu nous manques tellement. Je ne l'ai pas rouvert après la première lecture. Lucas a vu la notification apparaître. Tu te moques de moi, a-t-il marmonné. Ça fait quoi, 17 ans qu'ils sont partis? J'ai haussé les épaules. Ils ont entendu dire qu'on réussissait bien. Nous savions tous les deux que c'était la vraie raison. Puis est venu le deuxième message. Plus long, presque dramatique. Les familles s'éloignent. Les choses étaient compliquées. Talia parle toujours de toi. Nous avons prié pour toi. Nous voulons juste guérir ensemble. Je pouvais presque entendre la culpabilité suinter de chaque ligne. Talia ne parlait pas de moi. Denis ne priait pour rien d'autre que pour avoir l'air bien en public, et la guérison n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait la proximité du succès. Victor a appris par Mamie qu'il posait des questions sur moi. Il ne m'a pas confronté ni essayé de me donner des conseils. Il a juste posé une main sur mon épaule un soir en nous aidant à déplacer du matériel et a dit, quoi que tu décides, tu ne leur dois rien. Simone a ajouté plus tard, tu n'es plus un enfant. Ou, tu n'as pas à jouer le jeu de gens qui n'ont pas été là. Puis Denis a pris contact. Il n'a pas choisi les réseaux sociaux. Il a utilisé l'email comme s'il essayait de paraître officiel. Ta mère et moi voulons parler. Nous savons que le passé n'a pas été parfait, mais le pardon est important. Talia va mieux et adorerait te voir. S'il te plaît, ne ferme pas la porte. Pas d'excuses, pas d'honnêteté, juste des tons moralisateurs et des déclarations vagues.
J'ai fermé l'ordinateur portable. Ils veulent quelque chose, a dit simplement Lucas. Ouais, ai-je répondu. Et ce n'est pas moi. Je n'étais ni en colère ni tenté, juste conscient, clair comme le jour, qu'ils m'avaient ignoré quand je n'avais rien. Et maintenant que j'avais quelque chose de valeur, ils se souvenaient soudainement qu'ils étaient une famille. Leur message n'était pas sur l'amour, mais sur la commodité. Et le chantage affectif n'était que le premier coup. Je pensais que les messages et les emails seraient la fin de l'histoire. Ignorez-les assez longtemps, et les gens comme Marissa et Denis passent généralement à autre chose. Il s'est avéré que j'avais sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller une fois qu'ils ont réalisé que Lucas et moi ne faisions pas que jouer aux entrepreneurs. Nous avions de vrais clients, une vraie visibilité et un vrai élan. Et c'est là qu'ils ont arrêté de faire des allusions et ont commencé à se montrer. Le premier coup est venu lors d'une exposition commerciale locale à laquelle nous étions invités. Rien d'énorme, juste un événement communautaire où les entreprises installaient des stands et parlaient de ce qu'elles offraient. Lucas s'occupait des démos. Je m'occupais de la logistique. Et tout se passait bien jusqu'à ce que j'entende une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Le voilà, mon garçon. Je me suis retourné et j'ai vu Marissa faire de grands signes comme si elle saluait une célébrité qu'elle avait découverte. Elle s'est frayé un chemin à travers une petite foule. Denis juste derrière elle, souriant avec raideur comme s'il était fier d'être reconnu. Lucas m'a lancé un regard. Sérieusement, ici? Marissa nous a atteint la première. Nous sommes si fiers de toi. Nous avons toujours su que tu deviendrais quelqu'un de spécial. Elle a dit cela fort, s'assurant que les gens autour de nous pouvaient l'entendre. Denis a ajouté, cette entreprise n'existerait pas sans les bases que nous lui avons données en grandissant. Ils ne m'ont pas donné de base. Ils m'ont donné de la distance. Mais ils étaient là, agissant comme si nous étions une histoire de succès familial très unie. Quelques participants ont commencé à jeter des coups d'œil, à chuchoter. Lucas s'est rapproché de moi, la mâchoire serrée. Nous sommes en plein milieu de quelque chose, ai-je dit. Calme, ferme. Marissa a ignoré cela. On devrait prendre une photo ensemble pour le journal, a-t-elle dit. Tu sais, mère et fils. Les gens adorent ça. Non, ai-je dit. Son sourire a tressailli, mais avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis retourné vers la démo et j'ai continué. Elle est restée là une seconde, stupéfaite, avant que Denis ne la tire à l'écart. Ils ne sont pas partis, cependant. Ils sont restés assez longtemps pour rendre les choses gênantes, puis ont finalement disparu. Une semaine plus tard, ils ont essayé Lucas. Il est entré dans le bureau en secouant la tête. Ok, tu ne vas pas croire ça, a-t-il dit. Tes parents m'ont envoyé un message directement. J'ai haussé un sourcil. À propos de quoi? Ils ont dit que je devrais aider à réunir la famille puisque tu te montres méprisant. Il a fait des guillemets avec ses doigts. Ils ont dit que tu étais émotif et que j'étais le raisonnable. Je l'ai fixé. Lucas a ri une fois, agacé. Je les ai bloqués. Ils pensent vraiment que j'irai dans ton dos. Ce coup ne m'a pas surpris. Marissa adorait entraîner la personne la plus proche dans ses problèmes pour passer pour la sympathique. Mais Lucas, en coupant court si rapidement, m'a montré exactement où nous en étions. Ensuite, ce fut le tour de Talia. Ça a commencé par un email. Elle s'est présentée comme si nous étions des étrangers. Salut j'ai entendu dire que toi et Lucas faites des trucs sympas avec l'IA. J'adorerais être impliqué. Puis elle en a envoyé un deuxième. Je peux aider avec le branding sur les réseaux sociaux, tout ce dont vous avez besoin. C'est important que la famille reste unie. Puis un troisième, je peux passer au bureau cette semaine. Avant même que je ne réponde ou que je l'ignore, elle a trouvé notre adresse sur le site web et s'est présentée. Elle est entrée directement dans le hall comme si l'endroit lui appartenait, s'extasiant sur tout, touchant du matériel qu'elle n'avait pas à toucher. C'est trop mignon, a-t-elle dit. Je peux totalement vous aider à rendre la marque plus raffinée. Je connais des gens. Lucas s'est placé devant elle. Tu dois partir. Elle a cligné des yeux, offensée. Pourquoi? Je fais partie de la famille et vous avez besoin d'aide si vous voulez grandir. Je n'ai pas pris la peine de discuter. J'ai juste dit, nous ne t'avons pas invité. Ne reviens pas, elle a essayé de jouer la comédie de la fille malade qu'elle utilisait quand elle était enfant, laissant sa voix trembler. J'essaie juste de renouer le contact. Mon Dieu,
Pourquoi es-tu si agressif? Lucas a montré la porte du doigt. Dehors. Elle est partie, essuyant des larmes imaginaires, mais je savais que ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, la pression financière a commencé. Denis nous a envoyé un email à Lucas et à moi en même temps. Nous sommes une famille. C'est la tradition pour les familles de se soutenir mutuellement. Vous deux, vous réussissez bien maintenant, et Talia a besoin de stabilité. Nous devrions discuter d'arrangements financiers. Arrangements financiers. Comme si nous leur devions une part de notre travail. Comme si m'ignorer pendant 17 ans était une sorte de prêt sans intérêt que je devais maintenant rembourser. J'ai répondu par une seule phrase. Il n'y aura aucune implication ou arrangement financier d'aucune sorte. Denis a répondu par un long paragraphe sur la responsabilité, la morale et le fait de faire ce qui est juste. Je n'ai pas pris la peine de répondre, et puis ils s'en sont pris à mamie et papy. Mamie a appelé un soir, la voix tremblante de colère plus que de tristesse. Ta mère est venue ici, a-t-elle dit, en pleurant, disant qu'elle ne comprend pas pourquoi tu es si cruel. J'ai fermé les yeux. Marissa utilisait toujours l'émotion comme une arme quand elle perdait le contrôle. Qu'est-ce que tu as dit, ai-je demandé. Qu'elle avait fait ses choix, a dit mamie. Et qu'elle n'a pas le droit de réécrire l'histoire maintenant. Papy a pris le téléphone après. S'il t'embête encore, tu me le dis, a-t-il dit. J'ai un Porsche et plein de mots. J'ai ri parce que l'image était ridicule, mais au fond de moi, cela signifiait tout de savoir que mes grands-parents étaient toujours de mon côté. Le dernier coup est venu une semaine plus tard. Une lettre transmise par notre avocat d'affaires. Rien de sérieux, mais présenté pour paraître officiel. Sécurisation des dossiers familiaux précis pour l'héritage futur, révision des droits familiaux, et une demande de documents et d'évaluation prévisionnelle. Notre avocat l'a qualifié de posture sans fondement. En termes clairs, de l'intimidation. Je l'ai envoyé à Victor. Il m'a appelé 5 minutes plus tard. Je m'en occupe, a-t-il dit, la voix tendue. Ils n'ont pas le droit de te harceler. Et c'était tout. Pas de drame, pas de panique, pas de chantage affectif pour me faire sentir mal de tenir bon. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme si je me battais seul. J'en avais fini de laisser des gens qui m'avaient abandonné décider de ce que signifiait la famille. J'avais ma propre définition maintenant, et il n'en faisait pas partie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.